flowing freely to the abundance of free. Like a river, free. Like a river. Banque Populaire, la réussite est en vous. I'm free. Oui. Like a river, free. Like a river. Banque Populaire, la réussite est en vous. Bien. Eh bien, écoutez, I'm free. là, on a un problème, hein, ça repart encore. Là, vous avez le chiffre à chaque fois en bas. Le parti. Est-ce qu'on va... Voilà, très bien. Écoutez, bienvenue à tous, bonjour à tous. Donc, je salue évidemment notre partenaire, la Banque Populaire, hein, qui nous aide à établir donc, ces webinaires. Évidemment, d'autres partenaires aujourd'hui avec nous, le Conseil départemental et la Chambre de commerce. Germe de Charmassé. Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie, Mesdames et Messieurs, chers amis, nous réalisons aujourd'hui la 13e édition des rencontres économiques territoriales et nous avons choisi de la sous-tirer Résilience et relance. Au fil des mois, le contexte sanitaire est passé d'exceptionnel à banal. L'hypothèse d'un troisième reconfinement, sur le même modèle que celui qu'ont connu les Français en mars dernier, signerait la fin de nombreuses entreprises. À moins que le gouvernement consente à de nouvelles mesures financières. Toutefois, tout laisse à penser que ce confinement sera plus contraint que celui de novembre dernier. Mais le problème de l'entrepreneur, c'est d'avoir de l'activité et pas des aides. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont à bout de souffle, même si les dispositifs du gouvernement et des collectivités ont été efficaces. À cet égard, permettez-moi de remercier tout spécialement Charles Ginesi, à la fois pour avoir accepté notre invitation aujourd'hui, mais pour l'action globale qu'il a impulsée à la tête du conseil départemental. Dès le début de cette pandémie, il a su mobiliser ses services pour soutenir les entreprises confrontées à l'arrêt total ou partiel de leur activité. Un conseil départemental sur tous les fronts, car après la tempête Alex, son action a été déterminante pour sauvegarder la vie et l'activité des territoires sinistrés. Au-delà du soutien spécifique au tissu économique, le conseil départemental a toujours été en première ligne, à tous les niveaux, pour sortir de la crise sanitaire et agir en faveur des entreprises, des salariés, des habitants des Alpes-Maritimes. Je tenais à le préciser, Monsieur le Président. En 2021, nous devons relever ensemble tous les défis liés à la crise économique, mais également à la transformation numérique et à l'urgence environnementale. Veuillez noter que je n'ai pas employé le terme écologique, qui porte aujourd'hui une connotation politique. Nous aurons également des échéances politiques très importantes, au vu de la place qu'ont pris le Conseil régional et le Conseil départemental dans le traitement de la crise économique qui nous touche. Je tenais à saluer l'entente qui règne entre le monde économique et les responsables de ces collectivités dont vous faites partie, messieurs les présidents, Ginesi et Savarino. Alors, je ne suis pas en campagne, mais je dis ça, je dis rien. Nous aurons aussi des élections à la Chambre de commerce et d'industrie. Malgré les déclarations intempestives de certains, l'UPE 06 travaille ardemment à l'intérêt général et à la réussite de notre future liste. C'est pour cela que notre organisation a besoin d'unité et ne peut tolérer de voix discordantes. À ce propos, l'UPE 06 fera une annonce capitale dès lundi. Voilà. Je vous souhaite à nouveau une bonne année et un bon webinaire. Et je cède la parole à Jérôme Vandam, qui sera l'animateur pour l'UPE 06 et pour cette 13e rencontre économique territoriale. Merci à tous. Merci, Président. Bonjour à tous. Mesdames et Messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Charles Ginesi, président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Monsieur le Président, tout d'abord, quelques explications sur le fonctionnement de notre webinaire.
Dans un premier temps, vous allez répondre à mes questions. Et à l'issue de cette séquence, nous passerons aux questions posées par les participants sur le chat. Monsieur le Président, Philippe Renaudy vient de l'évoquer, l'année 2020 est et restera celle des crises multiples dont les effets se cumulent avec une particulière virulence dans notre département. À la crise sanitaire s'est ajoutée la tempête Alex et tout récemment l'annonce d'une saison blanche pour les stations de ski. Le Conseil départemental des Alpes-Maritimes doit à la fois gérer les vagues successives de la pandémie, faire face à la crise économique qui ne fait que commencer et préparer la relance. Le tout avec des recettes budgétaires en baisse. Alors ma première question, Monsieur le Président, pouvez-vous nous expliquer comment le Conseil départemental des Alpes-Maritimes s'est mobilisé en faveur du tissu économique depuis le début de la crise sanitaire jusqu'à aujourd'hui? Alors, si vous me le permettez, tout d'abord, je vais répondre au président Philippe Renaudy pour le remercier de son accueil, de l'organisation de ce webinaire avec son partenaire financier et du plaisir de vous retrouver toutes et tous avec le président Jean-Pierre Savarino. Et que ce soit avec l'UPE, que ce soit avec la CCI, nous avons trouvé des partenaires idéaux, des partenaires dynamiques, des partenaires qui nous ont permis de réaliser cette aspiration qu'a voulu l'ensemble des conseillers départementaux du département des Alpes-Maritimes pour faire face à la crise sanitaire. Et ça, dès le début. Alors, merci, Président Renaudy, merci, Président Jean-Pierre Savarino, parce que c'est grâce à vous que nous avons pu porter ces aides, qui ont commencé dès le mois de mars avec les aides sanitaires, les aides en distanciation, les aides en masque, les aides en gel hydroalcoolique. Et là, il y a eu un jeu qui nous a permis à la fois, parce que nous disposions depuis le dernier SRAS, des masques en stock, qui nous a permis d'aider celles et ceux qui assuraient la continuité du service public. Je parle des forces de l'ordre, je parle de nos pompiers, je parle du personnel du conseil départemental dans le cadre de ces missions d'action sociale et de portage de certaines aides sur les personnels à domicile, sur les EHPAD. Il y a eu une action. Et cette action, nous l'avons poursuivie grâce aux chambres consulaires, grâce à l'UPE, sur les entreprises, pour celles et ceux qui en avaient besoin et qui avaient besoin de continuer, avec notamment l'apport des masques, l'apport des gels hydroalcooliques. Et je parlais de prestations réciproques parce que grâce au soutien de certaines entreprises, que ce soit Arco Pharma, que ce soit MAN, que ce soit d'autres entreprises qui se sont mobilisées au niveau du département, nous avons pu bénéficier de gel hydroalcoolique au moment où nous n'en avions pas. Donc, dès le début, nous nous sommes mobilisés. Mais très rapidement, quand on a vu que l'affaire continuait et devenait particulièrement longue et grave, il fallait soutenir les entreprises. Pour cela, nous avons décidé d'apporter des aides économiques, des aides financières. Et c'est là-dessus que le département des Alpes-Maritimes a été très réactif et a permis, par votre intermédiaire, parce que nous ne portons pas directement l'aide économique, la possibilité d'attribuer des aides financières, des aides en équipement pour continuer l'activité. Là aussi, je pense qu'à un moment donné, certains coiffeurs ont pu bénéficier, et pas que les coiffeurs, ceux qui assurent des prestations ont pu bénéficier des protections nécessaires pour continuer leur activité. Voilà ce sur quoi le département des Alpes-Maritimes a été dynamique, présent et a voulu véritablement assurer un accompagnement au monde économique, parce que sans l'accompagnement au monde économique, sans ce qui fait la caractéristique de notre département, nous ne pouvons pas continuer à être une terre d'attractivité. Donc c'est un tout et le conseil départemental a véritablement à cœur de soutenir les artisans, les petites et moyennes entreprises et le tissu économique, notamment celui qui nous permet d'être sur notre activité première, qui est l'activité touristique. Je vous remercie de votre réponse, Monsieur le Président. Je ne fais pas trop long, je laisse
je laisse Jérôme Vandam animer les questions-réponses pour éviter de vous faire un long monologue. Merci beaucoup, Président. Un focus sur la tempête Alex. Le 2 octobre 2020, notre département a été frappé par la tempête Alex. Les vallées de la Vésubie et de la Roya en particulier ont été extrêmement touchées, avec un bilan humain matériel très lourd. Monsieur le Président, le conseil départemental a joué un rôle fondamental dans sa mobilisation pour sauvegarder la vie et l'activité du territoire. Pouvez-vous nous l'expliquer? Oui, là aussi, on a vécu des moments exceptionnels. Nous pensions qu'en 2015, les événements climatiques nous avaient gratifiés, malheureusement, avec un drame et des drames, puisque nous avions perdu des vies, notamment sur le secteur de la Siagne, sur le secteur de la Brague, avec un épisode pluvieux de 200 mm en 1 heure. Cet épisode pluvieux a été battu lors des intempéries du 2 octobre, avec plus de 500 mm qui sont tombés sur les montagnes. Là aussi, nous pensions que le bord de mer, avec la densité et l'urbanisation, était le lieu de risque majeur. Eh bien, la nature nous a démontré qu'il n'en était rien et que la montagne était aussi d'une grande fragilité et très exposée. Donc, ce sont les vallées de la Vésubie et de la Roya qui ont concentré les plus fortes pluies et avec une violence extrême, à telle fin que ça a un peu occulté ce qui s'est passé dans la Tinée, dans la basse vallée du Var, sur Malocène ou dans l'Estéron, qui pourtant ont été des territoires ravagés. Et le traumatisme de ces territoires-là, en temps normal, aurait apparu déjà très destructeur et aurait fait la une de Nice Matin probablement. Mais ce qui s'est passé dans la Vésubie et dans la Roya a été dramatique. C'est un vrai bombardement auquel on a assisté. Et très tôt, là aussi, parce que le conseil départemental est une collectivité qui, grâce à ses services, à sa ramification, se retrouve sur le terrain en proximité. D'abord, avec les moyens de secours. Le service départemental d'incendie et de secours, les pompiers ont été immédiatement en alerte. D'ailleurs, en alerte dès le vendredi soir pour regarder de quelle manière les choses allaient évoluer, de quelle manière ils pouvaient porter assistance aux personnes. Et je rappelle que le budget du département est colossal sur le plan du SDIS, où nous avons mis cette année un effort particulier qui frise les 81 millions d'euros. C'est dire qu'il y a un effort important. Mais ces moyens-là n'étaient pas les seuls. Il y avait le service départemental d'incendie et le service départemental d'aménagement, avec nos agents qui sont sur le terrain pour entretenir les routes. Il y avait les gens de Force 06. Il y avait ceux qui assurent le service social. Et très tôt, on a eu des réseaux, on a eu des retours. J'ai moi-même pu, dès le samedi matin, aller voir ce qui s'est passé dans les vallées, survolant la Vésubie, survolant la Roya et atterrissant à Breil-sur-Roya. J'ai eu contact avec un des agents de la SDA, une des agents de la SDA, qui m'a alerté et les larmes aux yeux m'a raconté ce qu'elle a vécu. Ils n'avaient plus de réseau, ni de téléphone, ni d'électricité, ni de route. Ils n'avaient plus d'eau, ils n'avaient plus d'alimentation et ils n'avaient plus de pétrole en quantité suffisante pour faire fonctionner leur véhicule. Ces gens-là, néanmoins, étaient très mobilisés en solidarité. Une solidarité qui est venue d'ailleurs de tout le département des Alpes-Maritimes et même au-delà, ce qui nous a permis une grande mobilisation. Et très tôt, grâce à ces acteurs de terrain, on a été là. Mais on a été là aussi sur le plan économique, avec plus de 400 bâtiments détruits, 400 maisons disparues, 400 maisons endommagées, des terrains qui ont disparu. L'indemnisation de ceux qui n'avaient plus même une brosse à dents pour assurer l'hygiène du quotidien a fait que nous sommes arrivés avec nos antennes sur Breil-sur-Roya, avec un relais sur Tende dans un deuxième temps,
avec une antenne sur Roquebillière, et puis dans un deuxième temps sur Saint-Martin-Vésubie qui est resté quelque temps inaccessible, moins longtemps que Tende, mais quand même pendant quelque temps. Nous sommes arrivés à leur donner une aide financière de 1 500 € en monnaie sonnante et trébuchante. C'est le côté exceptionnel de l'événement que nous avons vécu qui a fait que, exceptionnellement, une collectivité est arrivée à remettre de l'argent en monnaie sonnante et trébuchante pour permettre aux gens de pouvoir se sauver. Et puis, dans un deuxième temps, parce qu'on a vu ceux qui étaient sur le bord de la route, ceux qui avaient perdu une scierie, ceux qui avaient perdu une entreprise, ceux qui avaient perdu leur troupeau, ceux qui étaient en détresse totalement, nous avons pu leur donner une aide financière beaucoup plus importante en fonction du préjudice qu'ils avaient subi. Donc, il y a eu l'assistance humaine, l'aide financière et matérielle qui a pu leur être apportée. Et dans le cadre de la reconstruction, nous sommes sur des montants qui sont colossaux. Dans un premier temps, une somme totalement folle était annoncée, 850 millions d'euros pour la reconstruction des vallées en charge du département. Il y avait dans cette somme-là la reconstruction du tunnel de Tende, dont on avait imaginé dans un premier temps, que ce soit du côté italien ou du côté français, qu'il fallait repercer le tunnel 12 km, un tunnel de 12 km plus bas. Et il n'en a rien été. Les études ont révélé que cette chose-là était moins importante que prévu et qu'on pouvait continuer à utiliser le tunnel prévu, faire un pont qui permet de passer le Vallon du Cas et de rejoindre les lacets qui n'avaient pas été endommagés. Donc, une somme qui a été dégonflée, qui a été revue à la baisse, heureusement, qui est de 450 millions d'euros. Mais ces 450 millions d'euros restent à injecter, bien évidemment, dans les territoires. Ces 450 millions d'euros vont avec de la résilience. Le président de la République l'a annoncé quand il est venu, nous annonçant des aides financières de l'État que pour l'instant, nous attendons encore. Je ne mets pas en doute la parole de l'État ni celle du président de la République, mais nous sommes toujours dans l'attente de la première enveloppe des 100 millions prévus. Pour l'instant, il nous a été attribué 8 millions d'euros. Nous sommes dans l'attente et là, le président Renaud Muselier est venu lui-même nous l'annoncer dans le département des Alpes-Maritimes de l'aide de la région qui, elle, est venue. Il y a plus de 20 millions d'euros que le département va pouvoir utiliser pour reconstruire l'évaluation à 450 millions d'euros. C'est dire que les travaux de reconstruction vont partir. Je veux le dire ici aux chefs d'entreprise qui sont concernés directement ou indirectement. Sur les 450 millions d'euros, l'Assemblée départementale a d'ores et déjà voté 200 millions d'euros de reconstruction. C'est-à-dire que notre plan d'investissement qui, d'ordinaire, est situé à 150 millions d'euros par an sur un budget d'1,4 milliard, est monté cette année à 350 millions d'euros. 350 millions d'euros qui iront bien évidemment sur la reconstruction des infrastructures dans les vallées, mais qui iront également sur d'autres opérations de reconstruction. Les bâtiments du département qui ont été endommagés ou qui ont été emportés. La gendarmerie de Saint-Martin-Vésubie, qui a été emportée par les flots de la Vésubie, sera à reconstruire de la même manière que le centre départemental. Et pour cela, on additionne à la fois le budget du département, son plan d'investissement de 350 millions, avec ce que le service départemental d'incendie et de secours prévoit. Et il y aura 28 millions d'euros d'injectés cette année pour les centres d'incendie et de secours. Donc une économie qui va redémarrer. Le président de la République a parlé de résilience, mais nous sommes, avec le conseil départemental, dans cette logique. Dans une logique où on a envie de reconstruire de façon durable. On le fait pour la construction qui est engagée. Quand on a livré le collège Arnaud Beltrame à Saint-Vallier, nous avons
nous avons lancé un collège moderne sur les principes écologiques, environnementaux. Nous continuons à le faire, mais sur le plan de la reconstruction, il y aura bien évidemment un coup d'accélérateur, et cela se fait grâce aux syndicats que nous avons mis en place avec toutes les collectivités, toutes les grandes collectivités, la métropole, la communauté d'agglomération de la Riviera française, la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, la communauté d'agglomération du Pays de Lérins, la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, les 2 petites communautés de communes des Paillons et d'Alpes d'Azur que j'ai l'honneur de présider, qui s'engagent sur ces travaux de reconstruction. Et le SMIAGE aura un focus particulier sur la reconstruction de nos vallées. Il y est déjà engagé pour permettre la circulation. Des travaux colossaux ont été menés à bien. Le SMIAGE, sur 2021, engagera 45 millions d'euros de confortement des berges, de travaux sur les papilles. Le papy-Var n'y sera pas étranger non plus, sur la basse vallée du Var. Donc, énormément de travail qui va arriver à être débloqué en 2021. Cette manne financière, je souhaite le plus possible qu'elle fasse travailler nos entreprises, que je veux remercier d'ailleurs, parce que le président Renaudy, il a dit, le président de la CCI, je les ai remerciés de ce partenariat que nous avons fait pour engager les aides économiques, mais je les remercie aussi de la mobilisation qui a pu se faire avec la Fédération des entreprises du bâtiment, pour lequel on a eu une réunion et qui, très tôt, a mobilisé des entreprises qui ont été sur le terrain très rapidement et au-delà des procédures administratives, sans attendre les procédures administratives, car il y avait urgence à rétablir les routes, il y avait urgence à rétablir des connexions, il y avait urgence à remettre l'économie en route. Et la période que nous vivons aujourd'hui, avec cette période Covid, m'inquiète bien évidemment, comme elle vous inquiète toutes et tous, parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, et on sait bien que chaque fois qu'on a un coup de frein sur l'économie, eh bien l'énergie qu'il faudra remettre derrière pour rebâtir, pour reconstruire, pour recréer les liens, sera une énergie colossale qui sera 1000 fois supérieure à celle que nous consommons au quotidien pour entretenir cette économie. Donc, j'ai envie de ne rien lâcher, d'être là à chaque fois que de besoin pour dire il faut entretenir et tenir cette économie. Même si j'ai bien à l'esprit que ce qui nous est arrivé, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan environnemental, avec ces précipitations exceptionnelles dont certains météorologistes, certains climatologues nous alertent sur ce sujet. J'ai pu voir il y a 3 soirs de cela, comme vous toutes et vous tous, pour celles et ceux qui en ont eu l'envie ou la possibilité de regarder l'émission de Yann Arthus Bertrand, qui est un formidable lanceur d'alerte sur les dérives qui nous occupent au niveau mondial et sur lesquelles il faudra sur lesquelles il faudra obligatoirement reprendre de nouvelles orientations. Et là aussi, c'est ce que j'ai voulu faire. Et depuis 2017, avec le conseil départemental, en impulsant des politiques transversales sur nos responsabilités, sur nos compétences. J'ai parlé des collèges, avec la réhabilitation des collèges. J'ai parlé des centres d'incendie et de secours. J'ai parlé des routes. Je parle également de cette responsabilité sociale qui est la nôtre avec l'implantation des maisons du département pour le service au public, pour ce qu'on appelle les AIS, les aides individuelles de solidarité. Tout cela est mis en ordre de marche et je pense qu'il faudra qu'on soit dans un nouveau concept. C'est ainsi que ce nouveau concept, nous l'avons voulu dès 2017 avec le Green Deal. Alors, je ne suis pas, pour celles et ceux qui me connaissent personnellement, un écolo de tout poil, mais je pense sincèrement que l'intégration d'un modèle de développement durable et d'une nouvelle manière de consommer, notamment sur les énergies fossiles,
qu'une nouvelle manière de pouvoir continuer notre activité économique. Il n'est pas question de revenir à la lampe à huile, comme on dit, de façon caricaturale, mais de pouvoir continuer notre économie avec les moyens modernes en rejetant le moins de carbone possible pour lutter contre les gaz à effet de serre, c'est une réalité. Et quand je dis je suis et je veux que le département rentre dans la modernité, je suis également connecté sur le Smart Deal, qui est cette révolution du numérique dont j'ai conscience depuis très longtemps qu'il faut un accompagnement, qu'il faut une acculturation, qu'il faut que l'intelligence artificielle qui nous gagne petit à petit et qui a commencé depuis bien longtemps sans qu'on s'en rende compte, soit mise au service de l'homme et pas l'inverse. L'homme n'est pas au service de l'intelligence artificielle, l'homme doit maîtriser cette intelligence artificielle, s'en servir pour faire les bons choix, avoir véritablement quelque chose qui permet de relancer la machine économique, de l'entretenir et d'aller plus vite, de travailler moins pour l'homme et de travailler mieux pour la production, pour continuer à améliorer la qualité de vie. C'est un peu l'éclairage que j'ai envie de donner, les perspectives. Alors vous voyez, que ce soit l'environnement, le développement durable, ou que ce soit le numérique, deux politiques transversales qui sont d'ailleurs très complémentaires, parce que le numérique peut très largement être au service de l'environnement. J'ai pour exemple à vous donner tous les capteurs que nous mettons sur le terrain, et on a monté avec l'Université Côte d'Azur, avec la Chambre de commerce et d'industrie Jean-Pierre Savarino, avec Sophia Antipolis et le président de Sophia Antipolis, Jean Leonetti, la Maison de l'intelligence artificielle, pour essayer de vous donner, et c'est un lieu qui vous est, qui est créé pour vous, qui est créé pour toutes celles et ceux qui veulent se lancer sur cette affaire-là de l'intelligence artificielle, que la MIA qui est construite à Sophia puisse être le lieu d'acculturation, le lieu d'échange, le lieu d'apprentissage pour ceux qui peuvent apporter une plus-value et pour ceux qui peuvent en profiter, un hub qui permet d'échanger sur le numérique, sur l'évolution et sur cette intelligence artificielle qui doit nous permettre d'aller sur le mieux vivre, sur des appels à projets santé qui là aussi dynamisent la force économique. Nous avons eu avec le projet appel les projets santé et le dernier en date sur le numérique, des candidats qui donnent espoir sur le plan économique et qui donnent espoir sur les solutions sanitaires. Et là, on est au cœur du sujet puisque le sanitaire aujourd'hui nous inquiète tous. Je suis comme vous, je suis dans l'attente de savoir ce que lundi prochain, le Premier ministre peut nous annoncer comme décision avec toutes les inquiétudes qui vont avec. Et je peux vous dire que nous sommes ici au Conseil départemental dans l'attente de cette annonce pour pouvoir voir comment on peut accompagner au mieux à la fois le monde économique et les mares alpins. Merci, Monsieur le Président, pour cette réponse détaillée, à la fois sur vos axes prioritaires que vous aviez énoncés en septembre 2017, le Green Deal, le Smart Deal, le plan de transition numérique départemental qui s'avère, au vu de la crise actuelle, extrêmement pertinent, et le Green Deal qui, malheureusement, est validé par la tempête Alex. Alors, on a de nombreuses réactions sur le chat. D'abord, pour vous féliciter et féliciter le conseil départemental de son engagement pour nos vallées, puisque chaque Azuréen a à son cœur notre haut pays, puisque nous en sommes pour la plupart originaires, nous descendons des montagnes, et beaucoup de questions également sur les délais, nous y reviendrons tout à l'heure en fin de questions-réponses. Alors, le temps avance, Monsieur le Président, et vous parlez de résilience, de relance. Effectivement, la situation actuelle est extrêmement inquiétante pour les entreprises, un contexte sanitaire qui inquiète beaucoup de nos entrepreneurs, et beaucoup aimeraient savoir quels sont les projets structurants prioritaires prévus par le département 2021, Monsieur le Président. Les projets structurants sont
consécutif à ce que je viens trop longuement peut-être d'évoquer, mais vous avez vu que la passion m'emporte, c'est en premier lieu les routes qui sont à reconstruire dans la Roya. Il y aura de la connexion à faire et il y aura les bâtiments à remettre en état. Donc, les bâtiments privés, nous n'y pouvons rien. Les bâtiments publics, on sera là en accompagnement financier. Le budget du département a maintenu, malgré la crise sanitaire, malgré les intempéries, 50 millions d'euros sont sacrifiés, consacrés à l'aide aux communes pour les projets communaux. Donc, on reste sur cette priorité de reconstruction des routes, on reste sur l'aide aux communes pour maintenir l'activité économique et orienter et prendre de nouveaux départs par rapport à des équipements et à des investissements que nous souhaitons voir comme étant des équipements productifs en même temps. Merci, Monsieur le Président. Nous allons passer maintenant aux questions du chat. Alors, un certain nombre de nos interlocuteurs mettent en parallèle l'efficacité et la combativité du conseil départemental que vous présidez avec la lenteur des aides de l'État et le ralenti auquel les fonds et les aides arrivent sur le territoire pour participer à cette reconstruction. Quel est votre sentiment sur le sujet? J'ai un sentiment, bien évidemment, qui partage l'avis et l'inquiétude de ces commentaires. C'est le manque de proximité de l'État aujourd'hui. Je pense que l'État aurait besoin d'être plus déconcentré. Je l'ai dit et je le redis, dans la crise sanitaire qui nous a occupés, l'ARS est bien trop loin. L'ARS a un territoire bien trop grand. L'ARS, cette agence régionale de santé qui est à Marseille, réagit avec un délai qui est beaucoup trop long. Et de surcroît, comme l'ARS n'est pas déconcentrée suffisamment avec des pouvoirs suffisamment autonomes, eh bien, c'est la tutelle et le ministère qui décident. Et on a vu les allers-retours, les aléas qu'il y a eu sur les décisions du masque. Il fallait le masque obligatoire parce que l'État en avait. Avant qu'il soit obligatoire, on n'en avait pas besoin parce que l'État n'en avait pas. Aujourd'hui, le débat est beaucoup plus grave. On est sur la quantité de vaccins. Nous ne cessons de dire, moi depuis le 30 décembre, avec les médecins du département, avec nos infirmiers, nos sages-femmes, avec toutes celles et ceux qui travaillent dans le médical, nous sommes en capacité d'apporter des personnes qui peuvent vacciner. On a une capacité vaccinatoire de plus de 10 000 vaccins par jour. Malheureusement, on ne peut pas opérer à cette vitesse-là car nous n'avons pas les doses de vaccins qui relèvent là de l'État et de la commande de l'État. Donc je suis inquiet, bien évidemment, parce que l'État est loin. Je suis inquiet quand je sais, et je ne peux pas imaginer un seul instant que M. Macron, notre président, nous a annoncé une enveloppe de 100 millions d'euros et plusieurs qui suivent pour nous aider à la reconstruction sans qu'il ait la détermination de le faire et la volonté de le faire. Or derrière, force pour moi est de constater que les enveloppes arrivent au compte-gouttes. Alors oui, je suis d'accord pour dire qu'il faut aujourd'hui plus de pouvoir en local. Le représentant de l'État, qui est Monsieur le Préfet, doit avoir de l'autonomie de décision, doit avoir un moyen de pouvoir. Et j'ai été particulièrement satisfait lorsque le Premier ministre nous a annoncé que désormais, c'était le préfet des Alpes-Maritimes, les préfets qui géraient les contingents des vaccins. Ça m'a donné un soulagement, car lorsqu'il était ce contingent géré par Marseille, c'était beaucoup trop éloigné de chez nous. Ce n'est pas pour autant que les vaccins arrivent en quantité. Et ce n'est pas pour autant que mon inquiétude est totalement éliminée pour ce qui est des financements. Donc on reste vigilant, on reste en permanence dans la sollicitation du président de la République et du Premier ministre, pour lequel je ne manque pas
d'avoir des échanges et d'essayer d'obtenir des réunions rapides, y compris pour les documents d'urbanisme qui doivent nous être rendus. Aujourd'hui, vous me dites la priorité, quelle est-elle? Bien évidemment, la reconstruction. Sauf que la reconstruction, quelquefois, elle n'est pas encore possible car les services de l'État, notamment du ministère de l'Aménagement du Territoire et des Transports, ne nous ont pas fait le retour de ces plans d'urbanisme. Même si le préfet dédié à la reconstruction, à qui je veux rendre hommage, M. Pelletier, Xavier Pelletier, aux côtés du préfet Bernard Gonzalez, a un rôle important de fluidification, de facilitateur sur le terrain. Il n'en reste pas moins vrai que les moyens dont il dispose ne sont pas colossaux et à la hauteur de ce que nous aurions dû avoir. Vous parlez d'un État éloigné, je fais référence là aussi aux moyens militaires qui auraient dû venir instantanément, parce que les naufragés de la Vésubie ou les naufragés de la Roya auraient mérité une intervention rapide. Nous n'avons eu ces moyens héliportés que très tardivement et ils n'y sont restés que peu de temps, prétextant que la guerre était finie et qu'il fallait aller sur d'autres terrains d'intervention. Or, pour nous, la guerre, elle est loin d'être finie parce que Tende vient à peine d'être désenclavé et les villages de la Roya restent toujours dans la difficulté de liaison avec l'hiver qui ne facilite pas le rétablissement de nos routes. Merci, Monsieur le Président, pour ces précisions. Une dernière question, puisque l'heure avance, nous devons enchaîner. Une question qui revient souvent sur le chat et qui est difficile, j'en suis parfaitement conscient. Beaucoup nous demandent quand est-ce que nos vallées retrouveront un visage et un fonctionnement normal. Si normal, dans la question, est considéré comme hier, je dirais que ça va prendre des dizaines et des dizaines d'années. Car ce sont des siècles d'histoire de l'homme dans ces vallées qui ont été emportés en un clin d'œil. Et que la reconstruction ne pourra se faire que lentement. Même si la volonté est d'aller vite, on sait que l'inquiétude est là et on sait que pour stabiliser la vie dans nos villages, il faudra rassurer. Il faudra là aussi avoir un effet de soutien psychologique, ce que le département a pu apporter avec des psychologues et ce que nous continuons à faire aujourd'hui pour essayer de rassurer les populations. Mais après, pour ce qui est de la restauration de ce que nos anciens nous ont laissé, sincèrement, ça peut prendre des années et des années. Et je ne parle pas des bâtiments historiques de notre patrimoine qui, eux, ont été emportés et ne retrouveront jamais leur vie. Par contre, les situations comme on le voit sur le Bourréon, avec le parc à nous, avec un secteur de proximité que l'on va remettre en avant assez rapidement, que ce soit sur l'accessibilité de Tende Casterino, sur lequel nous travaillons également. Il y aura probablement des avancées qui seront plus rapides, mais là-dessus, le tempo reste malgré tout sur un tempo annuel. On ne peut pas dire que le mois prochain, les choses vont se résoudre. Tout autant qu'il y a à la fois des bonnes surprises, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la reconstruction du tunnel de Tende n'est pas nécessaire, et il y a des mauvaises surprises, c'est la montagne qui glisse et qui emporte un pont au niveau de Fontan qui empêche le train entre Nice et Tende de pouvoir poursuivre son chemin avec des travaux colossaux qu'il a fallu réaliser et qu'il faut continuer à conforter pour que le train puisse passer. Donc, être sur un timing, c'est quelque chose de très difficile. La reconstruction se vit au jour le jour. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous adresserons à Charles-Ange Ginesi l'ensemble des questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre aujourd'hui par faute de temps, mais elles seront transférées à Charles-Ange Ginesi. Donc, éventuellement, reposez-les par mail ou laissez vos mails de façon à ce que nous puissions les transmettre. Merci encore une fois de vos réponses. Alors, nous allons maintenant passer la parole à Jean-Pierre Savarino, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur. Jean-Pierre Savarino, nous venons de le voir tout au long de cette crise, la Chambre de commerce a multiplié les actions de soutien aux entreprises, au commerce de nos départements,
qu'il s'agisse d'aide dans le cadre de la pandémie, d'aide dans le cadre du plan France Relance ou de mesures d'urgence après la tempête Alex. En ce début d'année, la perspective d'un nouveau confinement et l'aggravation de la situation économique crée un climat anxiogène pour notre économie. Nous avons souhaité que ces 13e rencontres économiques soient placées sous le signe de la résilience et de la relance. Alors, Monsieur le Président, comment pouvons-nous relever ensemble les défis de 2021 ? Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Président de l'Union patronale, Mesdames et Messieurs, il est vrai que notre département n'a pas été épargné depuis un certain nombre d'années et tout particulièrement sur la dernière année avec le confinement, la crise économique, la tempête Alex. On traverse aujourd'hui une crise économique sans précédent. Une baisse de plus de 20% des activités économiques du territoire qui représente à l'instant une perte de plus de 15 milliards de chiffre d'affaires. Je ne vous parlerai pas des secteurs les plus touchés, qui sont bien sûr le tourisme, la restauration et le commerce, mais nous avons aussi beaucoup d'autres activités qui sont elles aussi touchées soit par ricochet, soit par effet secondaire. Le peu de visibilité de cette sortie de crise, elle crée un contexte sanitaire incertain. Elle met à rude épreuve ce qu'on appelle la résilience et c'est un élément majeur aujourd'hui sur lequel il faut agir. L'État, il a pris, il me semble du moins, sa part et il a accompagné au mieux les entreprises sur les volets de la trésorerie, sur le maintien des compétences au travers de l'activité partielle et aujourd'hui du plan de relance. Mais il faut néanmoins collectivement beaucoup de courage, beaucoup de volonté pour persévérer, reconstruire et relancer. La CCI, vous le savez, elle est au premier plan dans l'accompagnement des proximités des entreprises azuréennes. Nous avons, sur cette année 2020, totalement transformé notre CCI et nous avons abandonné un certain nombre d'actions que nous avons menées d'ailleurs pour pouvoir nous mobiliser toutes nos ressources sur le premier confinement et surtout sur les conséquences de cette crise sanitaire. Nous avons informé, nous avons orienté les entreprises vers le dispositif d'aide en relation étroite et efficace avec les services de l'État. Nous avons prouvé notre capacité à réagir vite, efficacement et solidairement face à tous ces éléments pour la mise en place d'un fonds d'urgence départemental de 8 millions d'euros pour aider les entreprises azuréennes à faire face aux problèmes de trésorerie. Et là, je voudrais particulièrement souligner l'aide précieuse du département, de la région et des collectivités dans ce domaine, en soulignant tout particulièrement la réactivité de Charles Génési. Dans l'après-midi, je dirais, nous avons quasiment réagi et au bout de 2 ou 3 coups de téléphone, nous avions déjà mis l'opération en place, ce qui nous a donné une réactivité exceptionnelle à ce fonds d'urgence et surtout une aide cruciale pour un certain nombre d'entreprises qui, grâce à ça, ont pu éviter le dépôt de bilan. Nous avons aussi su, il me semble, engager des actions dédiées à la relance de notre économie locale et adaptées à chaque secteur avec nos partenaires, d'une part. On a joué collectif, c'était indispensable dans cette époque, avec l'Union patronale, bien sûr, et tous les autres partenaires que nous avons. Et nous avons coordonné tout cela au niveau du territoire. Nous avons aussi accompagné la reprise avec la mise en place de comités de relance, dont 4 nous semblent prioritaires, le tourisme, le commerce, l'industrie, les bâtiments, tout ce qui est bâtiments et travaux publics. Et nous avons aussi incité deux campagnes d'incitation au réflexe d'achat local extrêmement importantes pour mobiliser le grand public pour soutenir le commerce et les services afin que toute la chaîne de valeur locale profite du regain de consommation. Les professionnels du tourisme ont ainsi bénéficié d'une opération de communication qui visait à inciter les Azuréens à jouer les touristes dans leur propre destination et à proximité. Nous avons, dans le cadre du plan relance, et il faudra y penser, il est en train de venir, et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans la crise, mais nous devons nous projeter vers l'avant. Et ce plan relance, aujourd'hui, le gouvernement nous a demandé, en tant que premier acteur de proximité des entreprises, concernant le réseau CCI, de confier, il nous a confié cette mission, de mettre en place des missions spécifiques dans le cadre du plan relance. Je vous en donne 2 ou 3, je ne vais pas être très long là-dessus, mais c'est important que vous sachiez. Tout d'abord, une campagne d'appel auprès des industriels du département qui a déjà été menée et qui a permis de sensibiliser concernant des packs rebonds industrie et qui fait des financements indispensables pour ces entreprises pour qu'elles continuent à survivre et à se développer.
afin de moderniser les équipements de production. Nous avons aussi sensibilisé les commerçants, la transition digitale, chère à Charles Ginesi, et donc tous ces éléments-là sont extrêmement importants pour que les entreprises de demain puissent faire face à toutes ces solutions numériques et concrètes. Et nous avons mis bien sûr en place des systèmes de vente en ligne et de click and collect pour que nos commerçants puissent continuer à exercer leur activité. Nous l'avons essentiellement dirigé vers les TPE, sachant que, comme vous devez le savoir, la quasi-totalité de nos entreprises aujourd'hui, c'est à peu près 95% sont représentés par des TPE. La transition numérique, j'en reparle encore, mais c'est quand même un axe majeur et il doit être bien sûr accompagné. Nous allons, j'espère, par ce biais-là, essayer de pouvoir capter de nouveaux marchés, de pouvoir mettre des changements de mode de consommation des clients afin que tout cela puisse se mettre en œuvre. Et à partir du mois de mars, nous allons aussi sensibiliser les commerçants, les TPE, à ce qu'on appelle la transition écologique. Notre objectif sera de proposer des actions concrètes pour réduire d'abord l'impact environnemental et surtout favoriser les circuits courts. Nous avons, dans un dernier point aussi, sont complètement mobilisés par le programme, ce qu'on appelle le Team France Export, pour favoriser le développement des entreprises à l'international, avec des aides et des outils adaptés à la démarche de prospection et d'implantation. Comme vous l'avez compris, beaucoup d'actions, mais au-delà de toutes ces actions vis-à-vis des entreprises, nous devons travailler avec les collectivités, travailler ensemble pour que nous puissions mettre en œuvre des actions de redynamisation des centres-villes. Nous en avons plusieurs aujourd'hui autour des deux opérations qui sont nationales, qui s'appellent Cœur de Ville et Petite Ville de demain, et bien sûr en partenariat avec la Banque des Territoires. Et nous avons au quotidien à prendre en compte toutes les desiderata et toutes les difficultés que rencontrent nos entreprises aujourd'hui, toutes les PME, les TPE qui sont en grande difficulté, qui vont continuer de l'être. Il ne faut pas croire que ça va cesser d'un coup et que ça va redémarrer par un coup de baguette magique, que tout le monde va se remettre en ordre de marche. Nous allons devoir les accompagner dans ces moments difficiles de transition où c'est que l'État aura certainement à un moment donné un arrêt de son aide et qu'il faudra quand même redémarrer les activités. Et là, bien sûr, notre proximité avec les collectivités, en l'occurrence avec le département, va beaucoup nous y aider parce que nous comptons bien sûr travailler ensemble sur toutes ces résolutions de problèmes et faire en sorte que l'activité économique puisse redémarrer tout en préservant la majorité de nos entreprises aujourd'hui au niveau de ce territoire. Merci, Monsieur le Président, pour ces précisions. Nous allons maintenant passer la parole à notre partenaire, la Banque populaire Méditerranée, qui est représentée par son directeur du développement, M. Jean-Pierre Michelis. La Banque populaire Méditerranée, fidèle partenaire de nos rencontres territoriales. M. Michelis, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Et puis, je salue tout le monde. J'apprécie toujours de pouvoir participer quelques instants à vos meetings Zoom. Donc, nous, ce que je peux dire, pour essayer de recentrer un peu ce qu'on a fait au niveau de la Banque populaire Méditerranée, sur les Alpes-Maritimes, on a distribué à peu près 2000 PGE, puisque c'était le procédé phare qui a été mis en place par le gouvernement. 2000 PGE, environ 230 millions d'euros pour vous situer sur notre territoire qui fait une grosse partie de la PACA plus la Corse. On a distribué 10 000 PGE pour environ 1,3 milliard d'euros. Donc, on a essayé d'offrir un maximum de souplesse à nos clients professionnels et entreprises dans la gestion de leur PGE. Par exemple, le groupe BPCE avait été un des premiers à annoncer la possibilité de faire un différé de remboursement de capital lors de la première année. Enfin, pour simplifier les démarches aussi au niveau des clients, on a ouvert la possibilité de répondre par Internet, ce qui facilite un petit peu les retours. Alors aujourd'hui, on se rend compte, au travers des retours qu'on a sur ce dispositif, que 2/3 des clients ont opté pour un amortissement sur 5 ans avec une franchise en capital la première année. Donc, c'est à peu près l'essentiel des retours que nous avons. On fait le maximum au niveau de la banque, puisque j'en profite pour vous faire passer le message, mais lorsque le client ne répond pas à sa banque, qu'elle soit Méditerranée, c'est mieux, ou d'autres, lorsqu'il ne répond pas à sa banque, automatiquement, à l'issue des 12 mois, le PGE est échu.
ça veut dire qu'il est systématiquement remboursé sur le compte du client, avec peut-être pas forcément la possibilité de le réouvrir une fois qu'il est échu. Donc là, aujourd'hui, nous, on a un vrai enjeu pour collationner à la fois les réponses de nos clients, mais surtout pour qu'ils répondent, pour s'assurer qu'on ait bien une réponse qui permet de faire en sorte que derrière, on arrive à développer cette partie-là et éviter justement qu'on se retrouve avec des difficultés sur le remboursement du PGE qui n'aurait pas été souhaité et qui est arrivé de manière automatique, puisque à l'issue des 12 mois, c'est ce qui se passe. Voilà. Et puis ensuite, on a mis en place quelques mesures sectorielles. On a notamment travaillé sur les Alpes-Maritimes, sur tout ce qui était CHR et taxi, puisque c'est des secteurs d'activité sur lesquels on a été rapidement alerté par les organisations professionnelles et sur lesquels on a travaillé pour essayer d'édulcorer un petit peu le quotidien. Donc voilà un petit peu ce qui a été fait concernant la Banque Populaire Méditerranée. Et aujourd'hui, on est bien entendu, et j'imagine comme vous, à l'écoute des nouvelles mesures gouvernementales, puisque tout le monde nous parle d'un troisième confinement. On est un petit peu anxieux sur la méthodologie qui va être adoptée pour ce troisième confinement, puisque à chaque fois qu'il y a une mesure qui arrive, c'est jamais la même que la précédente. Et derrière, ça enclenche beaucoup de choses, et notamment pour nos clients, au contact desquels on cherche à être au quotidien. Merci, Monsieur Michelis, pour votre intervention. Jérôme, si tu permets, une toute petite intervention. Donc, moi, je voudrais effectivement appuyer un petit peu ce qui a été dit par Jean-Pierre Michelis. Je vous rappelle qu'ils ont été les tout premiers à annoncer qu'ils faisaient une année blanche encore sur 2021 pour le remboursement des PGE. Donc, c'est la première banque qui l'a annoncé. Certaines ont embrayé effectivement derrière, mais je tenais à le souligner. Je tiens à souligner également autre chose. Monsieur le Président Ginesy nous a rejoint donc à ce webinaire l'U2P, qui est donc l'Union des entreprises de proximité, par l'intermédiaire donc de Karine Papy, qui est sa secrétaire générale, qui est parmi nous également, pour vous montrer toute la solidarité du monde économique. Voilà, juste ce petit aparté. Je vous rends la parole. Merci, Président, pour ces précisions. Il est temps d'aborder la dernière partie de notre webinaire qui sera consacrée au tourisme départemental avec nos deux intervenants, Charles Ginesy et Jean-Pierre Savarino. Je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de poser directement des questions à nos intervenants par l'intermédiaire du chat. Nous leur adressons vos questions à l'issue de leur intervention. Alors, messieurs les présidents, aujourd'hui, alors que plane la menace d'un nouveau confinement et d'une troisième vague de l'épidémie du Covid, notre tourisme français a d'ores et déjà perdu 61 milliards d'euros de recettes pour l'année 2020. Dans notre département, c'est une perte de chiffre d'affaires de près de 1,4 milliard d'euros et près de 9000 emplois qui sont menacés aujourd'hui. Une première question à destination de Jean-Pierre Savarino. Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie, pouvez-vous nous indiquer quel est le bilan de cette crise pour la filière tourisme dans notre département? Alors, le bilan, si on peut le dresser sur 2020, il est bien sûr très mauvais, malgré qu'on a une reprise un peu des activités dans l'été dernier concernant le tourisme. Mais la deuxième vague Covid a certainement frappé, je dirais, d'une façon très, très forte nos activités. Alors, le tourisme d'affaires, il faut en parler aussi. Il a été, lui, particulièrement impacté puisqu'il y a un manque à gagner aujourd'hui qui est de plus de 25 milliards d'euros concernant le tourisme d'affaires. Et tel que vous avez pu l'appréhender aujourd'hui, il risque de ne pas redémarrer avant le deuxième semestre, je dirais, de l'année 2021. Alors, quelques chiffres quand même qui sont très importants au niveau, bien sûr, du département, puisque le département, c'est quand même aujourd'hui la Côte d'Azur, un département essentiellement tourné vers le tourisme. On a quand même plus de 50% des activités qui sont dans ce domaine-là. On le disait aujourd'hui, on a une baisse de plus de 70% de la fréquentation de l'aéroport de Nice qui a des conséquences. Et les conséquences, c'est que nous avons une perte sèche de 1,4 milliard en termes de recettes. Et nous avons bien sûr un arrêt brutal de toute cette croissance qui s'est faite depuis au moins une dizaine d'années et qui aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, nous avions 14 millions de visiteurs en 2019 à l'aéroport de Nice et nous sommes descendus à 4,58 millions sur l'année 2020. Et aujourd'hui, on n'envisage pas de retrouver je dirais une affluence à peu près similaire à 2019
pas avant 2023-2024. Donc, nous allons bien sûr avoir un impact qui va durer sur nos activités. Et le tourisme étant un des éléments majeurs du territoire, il va falloir trouver des solutions par rapport à cela. Alors, on a été aux côtés des professionnels du tourisme. Nous avons, dans un premier temps, bien sûr, se servir de relais d'information et des dispositifs qui ont été mis en place avec beaucoup d'organisations de webinaires et d'échanges dédiés au secteur. Nous avons sorti un manifeste concernant la crise de la filière tourisme des Alpes-Maritimes, dont nous avons mis en place 20 recommandations qui ont également été publiées avec les EPCI qui nous ont bien aidés de manière à répandre cette information. Il y en a il y en a plusieurs, mais parmi ces 20 recommandations, l'investissement dans le capital humain via la formation, elle a été identifiée. C'est un axe qui nous semble assez prioritaire parce que le tourisme de demain ne se fera pas de la même façon. Les structures vont évoluer et les besoins aussi vont évoluer. Donc, nous devons d'ores et déjà nous y préparer et nous avons donc mis en place la filière tourisme du campus des métiers, une filière qui sera spécifique, qui sera une filière Hospitality Middle Management, en partenariat d'ailleurs avec tous les syndicats professionnels du territoire, et qui permettra de répondre à une demande nouvelle que nous avons aujourd'hui au niveau de l'hôtellerie, et qui permettra certainement, du moins je l'espère, dans les années qui viennent, former les cadres de demain pour faire face à cette révolution et ce changement de modèle que les hôtels vont avoir à soutenir et surtout à appréhender. Nous avons bien sûr aussi, dans un certain nombre d'éléments, recueilli un certain nombre de points. Donc, le premier, c'est que nous avons un territoire qui est exceptionnel. Bon, ce territoire, c'est un territoire qui accueille à peu près 11 millions de visiteurs par an dans les temps normaux. Et nous avons un territoire qui va du littoral à la Méditerranée, qui met en évidence, nous pouvons obtenir sur ce territoire toutes les qualités possibles et tous les tourismes possibles. Mais l'économie azuréenne aujourd'hui a besoin de cette manne, a besoin de cette activité touristique. Aujourd'hui, c'est 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ça représente 75 000 emplois directs. C'est colossal par rapport à notre tissu local. Alors, nous avons bien sûr à faire face à ces enjeux. Cette destination Côte d'Azur, elle doit dès aujourd'hui imaginer un modèle économique de tourisme de demain. Je vous en parlais tout à l'heure. On doit réagir et devenir un acteur économique de proximité du territoire azuréen. Et on veut accompagner bien sûr les entreprises dans cette mutation et nous essaierons de le faire le mieux possible. Un des axes que nous avons d'ores et déjà sur lequel nous sommes positionnés, nous sommes mis dans un fonds de tourisme Côte d'Azur qui a été doté aujourd'hui de 44 millions d'euros et qui permettra, dans ce contexte de crise, à des acteurs de pouvoir faire évoluer leur environnement et obtenir et accélérer la mise en œuvre de projets de création, de rénovation ou de reprise en finançant une quarantaine de projets. Donc, ça fait partie des axes et nous en avons beaucoup d'autres aujourd'hui sur lesquels nous allons travailler pour le tourisme sur la Côte d'Azur. Mais il faut être conscient d'une chose, c'est que le retour aux années de 2019-2018 vont revenir d'une façon progressive et que l'accompagnement se fera sur la durée. Et donc, nous devons retrouver notre dynamisme. Mais tout ça ne se fera qu'une fois que nous aurons résolu, bien sûr, la crise sanitaire qui est devenue maintenant une crise économique. Merci, Président Savarino. Alors, une question sur la saison blanche, malheureusement, que vont vivre nos stations de ski, Charles-en-Ginésie. Après une saison 2020 tronquée avec le premier confinement en mars, les décisions gouvernementales condamnent aujourd'hui nos stations de ski à une année blanche. Vous vous êtes battu avec ardeur et combativité pour que le gouvernement ne prenne pas cette position, en soulignant l'enjeu économique primordial pour notre économie départementale. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président, quel est votre sentiment après la décision prise par le gouvernement le 20 janvier de maintenir fermées ces remontées mécaniques? C'est un sentiment de déception, bien évidemment, pour l'ensemble des acteurs de l'économie montagnarde, dont le conseil départemental soutient avec des syndicats mixtes à la fois les équipements en remontée mécanique et les activités. Ces syndicats mixtes sont soutenus financièrement à 95% par le département. Je suis déçu pour l'ensemble de cette économie montagnarde qui pèse lourd. C'est 12 milliards de chiffre d'affaires au niveau national. C'est plus de 120 000 emplois. Pour les Alpes-Maritimes, on a
un chiffre d'affaires à lui seul des remontées mécaniques de plus de 25 millions d'euros qui ne sera pas là. C'est plus de 5 000 emplois qui ne seront pas pour